Vous allez être patient avec nous ce soir, s'il vous plaît, mais vous allez voir, c'est très beau. Vous le savez ou pas, les alternatives Mardi Parlons Solutions sont organisées par le groupe SOS. Un petit mot sur le groupe SOS. Donc, le groupe SOS, c'est une entreprise sociale qui aujourd'hui représente 300 établissements qui accueillent dans la durée 250 000 personnes qui sont donc accompagnées, soignées ou hébergées par nos dispositifs avec un impact auprès d'1 million de personnes. 10 000 salariés, 2 credos, l'efficacité économique au service de l'intérêt général et puis des dispositifs d'excellence pour tous. On va retrouver ces deux principes dans plusieurs secteurs. L'emploi, on considère que personne n'est inemployable. Ça va se traduire par exemple par le développement d'entreprises d'insertion. Un exemple, l'usine, qui est une entreprise de restauration et d'événementiel à côté du Stade de France et qui permet à des dizaines de personnes en rupture avec le monde professionnel de retrouver un emploi dans des postes de serveurs, de cuisiniers, etc. Tous les postes qu'on peut retrouver dans un restaurant. L'éducation, garantir une réelle égalité des chances. On parle beaucoup d'égalité des chances, mais après concrètement comment faire? On a des centaines de professionnels dans notre groupe qui accompagnent des enfants et des adolescents en souffrance et également leurs familles quand c'est possible. Seniors, eh bien, le vieillissement c'est un vrai sujet aujourd'hui dans notre pays et on considère qu'on peut vieillir et être heureux, vieillir dans des lieux qui sont des lieux de vie agréables. On gère notamment des maisons de retraite qui se veulent exemplaires sur ce sujet. La santé, là aussi, sujet ô combien important aujourd'hui, garantir des soins d'excellence à tous, y compris aux plus démunis. On gère des hôpitaux qui répondent à cet objectif. Et puis la solidarité, secteur thématique historique pour le groupe SOS, et on considère qu'il y a 1000 causes, 1000 formes d'exclusion, et qu'il faut pouvoir adapter des dispositifs aux problématiques de chacun. On parle d'entreprise sociale, qu'est-ce que ça veut dire de plus en plus d'entreprises sociales aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire une échelle des salaires encadrée. Nos conseils d'administration ont statutairement décidé que notre échelle des salaires ne pouvait pas dépasser un ratio de 1 à 10. Absence d'actionnaires, ce qui veut dire que nos bénéfices sont alloués au développement de notre activité qui, vous l'avez vu, tourne et centré vers une finalité sociale. Voilà, construisons ensemble, ça veut dire que des petits poissons de couleurs et de formes très différentes, lorsqu'ils s'associent, peuvent finalement avoir un impact plus important. Plus sérieusement, ça veut dire que le groupe SOS est centré sur ce sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est celui de la co-construction. Construction avec le secteur associatif et notamment les associations qui nous ont rejoints. Voiture Éco en est un bon exemple. Je salue Ludovic Bu, je sais plus où il est, qui est cofondateur de Voiture Éco et qui démontre avec cette association que le groupe SOS est un moyen aussi pour des associations de développer leur activité plus vite et du coup leur impact, quel qu'il soit, mais souvent impact social, sociétal, environnemental. Construction évidemment avec les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics accompagnent le développement du groupe SOS sur les sujets qu'on a évoqués à l'instant. Et puis de plus en plus avec l'entreprise classique, entre guillemets, parce qu'on considère que, notamment aujourd'hui, dans cette situation de crise qu'on connaît, il n'y a pas un secteur qui a la solution, mais les solutions viendront du dialogue entre entreprises classiques, entreprises sociales et pouvoir public. Donc, merci beaucoup à nos intervenants d'être là aujourd'hui, parce que je crois qu'on a une belle illustration de co-construction et de solutions concrètes à des problèmes de notre société. J'en ai terminé quasiment sur le groupe SOS, juste pour vous dire que vous pourrez retrouver toutes les activités du groupe, y compris les coordonnées de l'ensemble de nos cadres, mail, ligne directe. Donc si vous avez envie de construire avec le groupe SOS, vous savez où nous trouver. www.groupe-sos.com. Et un petit mot sur la manufacture durable, avec qui on a organisé cet alterne mardi, et qui est donc une entité du groupe, et je vais laisser Dominique nous en dire un petit peu plus. Oui, donc la manufacture durable du groupe SOS, c'est une marque un peu repère sur les enjeux de développement durable qui nous permet de proposer des événements des formats un peu différents, type petit déjeuner, débat ou soirée, networking autour des enjeux de développement durable, même si finalement, tout ce dont on a parlé à présent,
elle s'adresse plus spécifiquement aux professionnels qui, dans les entreprises et les collectivités, mènent ces chantiers et ces politiques de développement durable. Donc, ça regroupe aujourd'hui 3 entités qui sont des prestataires qui accompagnent les collectivités et les entreprises sur ces enjeux. Auxilia, le cabinet d'études en développement durable, Alternacom, une agence de communication événementielle qui travaille sur les événements éco-socio-responsables, et Voiture Éco, qui est la vedette ce soir de cette Altermardi, et bien sûr le groupe Renault. Donc c'est 90 experts, 400 missions réalisées depuis 10 ans. Et voilà, fonctionnement du groupe SOS. Merci Dominique, on a presque fini pour cette introduction. Juste vous redire un petit mot sur les Altermardi Parlons Solutions, donc ce cycle de conférences du groupe SOS. L'objectif il est simple, c'est placer au cœur des échanges des solutions concrètes. Donc on va demander aussi à nos intervenants de parler solutions, même si le partenariat qui va vous être présenté en est un élément. Mais quelles solutions peut-être aussi on peut, notamment grâce à vous qui êtes là, développer à l'avenir sur ce sujet, fédérer les responsables politiques, associatifs, entrepreneurs, universitaires et membres de la société civile autour de l'innovation sociale, ce que je vous disais à l'instant. L'innovation sociale, elle passera forcément par la co-construction au sens large. Et puis quelques chiffres, plus de 20 000 participants en 100 éditions et 4 années d'existence, plus de 300 intervenants, français et internationaux, acteurs du changement. Voilà, des petites rencontres qui marchent bien. Le programme de la soirée, l'accueil du public, c'est fait. Et le mot d'introduction, c'est fait aussi. Et je vais donc laisser la parole à Stéphanie qui anime ce débat. Juste vous dire, en construction, ça passe aussi par ces événements. Donc si vous avez des propositions d'intervenants, de sujets, il y a William qui est là, qui va lever la main. Voilà. Et Romain qui était là, mais qui n'est plus là. Bon, c'est William qui fera la porte d'entrée. En tout cas, qu'ils soient remerciés tous les deux. Après le débat, le contrat général, normalement, le bar fermé ce soir, on va ouvrir le bar jusqu'à 10h pour prendre un verre et continuer à discuter ensemble si vous souhaitez. Voilà, Romain a fait son entrée, il est là. Donc Romain et William, pour toute question ou suggestion pour les Altermardi Parlons Solutions, n'hésitez pas. Les partenaires, on les remercie à la fin ou c'est... Ok. Stéphanie, je te laisse la parole pour cette conférence. Merci de l'animer. Merci, bonsoir à toutes et à tous pour une conversation autour d'un sujet qui promet d'être passionnant, la co-création, la co-construction, les collaborations hybrides, autant de mots d'expression qu'on entend de plus en plus maintenant. Qu'est-ce que la co-construction? C'est finalement la mise en commun de capacités, de ressources, de visions entre des secteurs qui traditionnellement n'avaient pas l'habitude de se côtoyer de façon si proche. Donc on accueille aujourd'hui avec nous des panélistes de choix. Donc on accueille Claire Martin qui est directrice de responsabilité sociale chez Renault, Florence Gilbert, directrice générale de Voiture Éco, et Frédéric d'Alsace qui a un petit peu de retard parce qu'il a été retenu dans la circulation, il est en chemin, qui est titulaire de la chaire Entreprise et Pauvreté à HEC. Donc pour commencer, je vous propose de se questionner sur pourquoi est-ce que la co-création représente justement un sujet d'intérêt. Je pense que ça remet en question les schémas traditionnels de génération d'impact social. Donc là, on inscrit un acteur nouveau, qui est par exemple la grande entreprise, comme un acteur clé pour trouver des solutions donc, plus impactantes. On recherche à inscrire justement la grande entreprise comme un levier d'action pour avoir plus d'impact social et des solutions qui finalement vont répondre aux besoins. Donc en France, comme vous le savez tous, on fait face encore à des besoins sociaux énormes, que ce soit des besoins justement de mobilité, le problème de l'emploi, l'obésité, la nutrition, le logement. Donc comment est-ce que la grande entreprise peut faire partie de ces solutions? Donc ces logiques de co-création remettent aussi en
grandes entreprises, organisations associatives ou associations, où finalement on ne parle plus de relations de mécénat, on ne parle plus de relations traditionnelles de fournisseurs-acheteurs, mais on parle vraiment de relations de co-création justement, où chacun met en commun ses capacités, ses ressources, sa vision du monde, pour arriver à une solution qui est meilleure, plus efficace ou plus impactante que les solutions traditionnelles. Donc je vous propose ce soir un dialogue en 4 temps. Donc on va commencer dès que Frédéric d'Alsace arrive par un petit socle théorique. Donc Frédéric va nous partager justement un petit peu, donc va nous parler du contexte, quelles sont les tendances aujourd'hui et comment est-ce que justement ces dynamiques de co-création sont une mode ou est-ce que c'est une tendance durable qui représente des opportunités pour tous ceux qui resservent des solutions aux grands problèmes sociaux. Ensuite, on aura un dialogue alterné entre Claire Martin et Florent Gilbert sur la solution concrète qu'elles ont mis en œuvre. Donc le programme, le projet Mobilis, qui est né de la rencontre justement entre Renault et Voiture en Co. Et pour terminer, Frédéric d'Alsace va nous donner aussi, va remettre en contexte ce qu'on a entendu, cette solution concrète, et va nous apporter ses commentaires sur comment multiplier, comment répliquer ce genre de solution. Et ensuite, la parole sera à vous, donc on aura un petit moment pour échanger, pour recueillir les questions et avoir des réponses à ces questions. Pour commencer, j'aimerais peut-être savoir qui est dans la salle, parce qu'on parle de co-construction. Donc est-ce qu'on peut faire un petit tour ensemble et savoir qui vient du secteur de la grande entreprise, de l'entreprise traditionnelle? Un quart de la salle. Et qui vient du secteur associatif ou de l'économie sociale? Qui est hybride? Oui, il y a de plus en plus de structures hybrides, donc c'est difficile aussi de se retrouver dans une catégorie ou dans l'autre. Et qui ensuite est étudiant ou universitaire, chercheur? D'accord. Pouvoir public. Donc on a un public varié aujourd'hui. Donc je vous propose peut-être pour démarrer la conversation d'avoir une petite description de ce qu'est Voiture en Co. Peut-être avant de parler du projet Mobilis, savoir comment, ce que c'est que l'association, quelles sont les solutions que propose Voiture en Co et comment l'association s'est créée. En fait, l'idée c'est qu'on a du temps. Donc, je vais vous refaire l'historique de l'association. D'abord, bonjour. Je suis ravie d'être là pour vous présenter le partenariat qu'on a monté avec Claire Martin pour Voiture Eco et pour nos bénéficiaires. Voiture Eco, c'est une association qui est née en 1998 avec la volonté au départ de développer le covoiturage sur l'université de Nanterre avec des méthodes un petit peu différentes de ce qui se faisait à ce moment-là. On voyait beaucoup de sites technologiques se créer et nous, on s'est dit, et si on faisait les choses un petit peu différemment, puisqu'on avait vu que ça fonctionnait pendant les grèves de 95, et donc on avait une personne qui gérait les freins et qui accompagnait les personnes à développer le covoiturage sur l'université. En 2001, on a une étude qui est faite par l'ADEME et la RATP sur le site, et en fait on s'aperçoit qu'il y a 14% de covoiturage sur le campus de Nanterre, ce qui est pour les non-initiés énorme, puisqu'on est à 2,8-3% de covoiturage un peu spontané partout en France. Donc on se dit, on va continuer à développer le covoiturage, mais il y a une vraie question à ce moment-là, c'est est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin dans le changement de pratique et l'utilisation de ce mode de transport, ou alors est-ce que l'ambition, ça serait justement d'amener vers d'autres méthodes et d'autres moyens de transport. Et c'est comme ça en fait que l'on a dans nos esprits la plateforme de mobilité. Donc on a créé en 2005 les premières plateformes de mobilité qui sont nées en France en fait, avec comme ambition de garder ce qui avait fait la force du covoiturage sur l'université, qui est le diagnostic mobilité, l'accompagnement. Donc comprendre qui vous êtes, comment vous vous déplacez, quelles sont les difficultés dans vos déplacements, et puis les propositions de solutions. Et donc on a proposé à la fois de l'information sur les transports en commun, puisque Voiture Eco c'est permettre à tous de mieux se déplacer en polluant moins, des transports en commun, et puis d'autres moyens de transport qui pouvaient être le vélo assistance électrique, le scooter électrique, le véhicule électrique, évidemment. Donc ça, c'est les moyens de transport qu'on met à disposition dans nos plateformes. On a fait des formations pour accompagner les gens à utiliser ces moyens de transport.
transport. Parce qu'on s'est aperçu qu'on pouvait très bien mettre un vélo à la disposition de quelqu'un, qu'il y avait des personnes qui ne savaient pas faire de vélo. Donc on a appris à faire du vélo, à ouvrir la carte mentale, etc. Et puis on a développé une troisième branche qui est l'accompagnement. Donc on fait du vélobus, du PD-bus pour accompagner les personnes à mieux se déplacer. Donc ça, c'est des plateformes qu'on a développées en 2005. Et en fait, très rapidement, on a développé une à Marseille, à Nanterre, évidemment. Et puis en 2008, il y a eu la DDTEFB des Bouches-du-Rhône qui nous appelle et qui nous dit votre concept, il est génial et on voudrait que vous l'adaptiez sur les personnes en insertion. Et donc, on va rencontrer les accompagnateurs à l'emploi. Donc, toutes les missions locales, les pôles emploi, pour comprendre qu'est-ce qu'ils ont quelles difficultés ont les bénéficiaires à se déplacer. Et donc on va créer nos plateformes de mobilité à destination des personnes en insertion. En 2007, c'est quelque chose de complètement nouveau parce que tout ce qui se développe autour de la mobilité pour les personnes en insertion, ça va être des monoproduits. On va avoir de la location scooter, de la location voiture, ou de la formation, mais on ne va pas avoir un dispositif comme ça complet. Et donc l'ambition, ça va être de proposer ce panel de solutions dans une plateforme pour ces personnes en insertion. En fait, c'est 500 000 €, c'est 1000 à 1200 personnes accompagnées par an dans chaque plateforme, et très rapidement, on va s'apercevoir que ça a un impact social important. Donc on a aujourd'hui, dans une plateforme, c'est 50% à 60% des personnes accompagnées qui retrouvent un emploi grâce évidemment à l'accompagnement qui a été mis en œuvre par les accompagnateurs à l'emploi, mais aussi parce que le quatrième frein au retour à l'emploi, le troisième frein au retour à l'emploi, c'est la mobilité. Donc la Ciotat va vite devenir un showroom, on va avoir des collectivités qui vont bien nous rencontrer, puisque la co-construction c'est aussi avec les collectivités pour Voiture Éco dans un premier temps. Hein. Et donc on a développé 9 plateformes entre 2007 et 2012. Et puis en 2012, on s'aperçoit que n'importe où on est en France, en fait, on s'aperçoit que les plateformes ont toujours le même impact social. C'est important en fait de se dire que qu'on soit sur l'urbain, qu'on soit dans du rural, sur des territoires ruraux, en fait, ces solutions fonctionnent et il manque en fait d'informations, il manque des solutions flexibles pour les personnes en retour à l'emploi. Et donc à ce moment-là, on a une vraie question. On peut, et on en parlera tout à l'heure, puisque là on va monter justement dans la direction. J'espère que c'était clair. D'accord, merci. Merci, comment ça demandait. Donc, est-ce que c'était clair? D'accord. Bon, je pense qu'on va rentrer dans le vif du débat et puis on verra comment intégrer Frédéric à la conversation plus tard. Donc, une question pour Claire Martin. Comment est-ce que l'impact social s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise Renault? Quand Renault donc, a commencé ce projet Mobilis, quels ont été les grands objectifs définis en termes de création de valeur sociale et de valeur économique? Alors, bonsoir à tous. Pour répondre à cette question, je vais faire un petit retour historique également, qui sera, vous le verrez, et on arrivera au moment de la rencontre, bonsoir, au moment de la rencontre avec Voiture Éco. Alors quoi, on passe à la théorie ou je... Bon, alors je m'arrête, je vais laisser parler l'expert. Bonsoir, c'est un très bon timing parce qu'on était en train de... J'essayais de vous laisser. Où est-ce que vous voulez venir? Donc vous venez de terminer l'introduction et justement, je pense que votre rapport, Frédéric, sur on recherche votre perspective sur le socle théorique, justement, qu'est-ce qui est derrière la co-création? Est-ce que ces nouvelles stratégies de collaboration hybride entre grandes entreprises et associations, est-ce que c'est un phénomène de mode? Est-ce que c'est une tendance durable? Qu'avez-vous observé? Bonsoir tout le monde, je vais m'excuser pour ce retard. Jouer Josas, c'est vraiment loin du Fidji maintenant. C'est incroyable. Il y a trop de voitures. Donc bonsoir à tout le monde. Moi je crois qu'il y a à la fois un phénomène de mode et puis quelque chose qui naît, mais il ne faut pas négliger l'effet de mode. C'est pas d'ailleurs parce qu'il y a un effet de mode que ça va disparaître.
Il y a eu un effet de mode sur les modèles de la net économie dans les années 2000. La net économie, elle n'a pas disparu. Mais il y a un effet de mode, je crois qu'il faut le reconnaître. Il faut savoir surfer dessus. Il faut savoir être intelligent. C'est vrai qu'on observe qu'il y a beaucoup d'entreprises qui essayent de voir s'il n'y a pas des choses à faire, s'il n'y a pas des coûts à faire, s'il n'y a pas des coûts à faire en termes de notoriété, s'il n'y a pas des gains, des quick wins à faire. Celles-là vont vite déchanter. C'est assez clair. C'est-à-dire que si l'entreprise vient pour faire des quick wins, pour augmenter sa notoriété, je pense que ça durera très peu. Et que, ce que j'espère, c'est que ce phénomène de mode, c'est un peu comme une menotte chinoise. C'est-à-dire, on y va par intérêt pour faire un quick win en se disant c'est un bon coup à faire, il faut augmenter sa réputation, c'est très important. Et ce que j'espère, c'est qu'on y va donc par intérêt, ou certaines entreprises, bien sûr, je ne dis pas de vous, mais certaines entreprises y viennent par intérêt, et tout le pari, c'est qu'elles y restent par conviction. Et cette transformation n'est pas évidente. Elle n'est pas évidente parce que vous avez des personnes qui sont d'extrême bonne volonté, et là je parle de Claire, qui ont à convaincre à l'intérieur de leurs organisations. Et ça, c'est coton quand même. C'est vrai que c'est très difficile de faire passer le message quand vous avez des problèmes de profitabilité, des problèmes de croissance ou de décroissance, etc. Alors, donc il y a un phénomène de mode, à nous de savoir sortir dessus, à nous de savoir transformer l'essai. Et puis il y a un phénomène de fond qui, à mon avis, est inéluctable, qui en gros, moi ce que je pense, c'est que le jouet est cassé. On a eu de la vraie croissance, jusqu'en les années 80, après on a eu de la croissance à crédit. Maintenant, on n'a plus grand-chose. Donc il faut que les entreprises trouvent autre chose. Les consommateurs riches, ils sont pourvus à peu près de tout. Alors on peut effectivement leur vendre l'iPhone 5 quand ils ont plus l'iPhone 4. Mais objectivement, ce jouet-là est cassé, donc il faut se tourner vers les consommateurs qui sont sortis du radar. Moi, je suis très frappé quand je parle avec les entreprises. Comment les entreprises me disent, mais on les voyait plus. On les voyait plus, on les avait oubliés. Et ça vaut pour des entreprises dans un secteur très très différent. On voyait plus ces consommateurs-là, ils avaient disparu de notre écran. Voilà, il y avait deux choses. Tout l'enjeu, effectivement, c'est de faire en sorte que l'effet de mode ne se retrouve pas contre nous. Faire en sorte qu'il y ait vraiment une prise de conscience au niveau des entreprises, au-delà d'ailleurs de ce qu'on appelle nous dans notre jargon le business case. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un intérêt économique qui est quasiment maintenant prouvé par la recherche académique en disant oui, je ne vais pas les reprendre ici, mais vous savez, la motivation des personnes, l'innovation, la construction de capital social, l'augmentation, non pas des profits mais des ventes, l'accès aux ressources, tout ça c'est en train maintenant d'être prouvé, mais il faut aller, à mon avis, au-delà du business case, c'est le coup d'après. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant que les riches sont, les non pauvres, il n'y a plus beaucoup de croissance à prendre de ce côté-là. Comment est-ce qu'on va faire pour s'adresser aux pauvres dans les pays riches et dans les pays émergents? D'accord. Et comment est-ce que vous voyez la co-création, comment est-ce que ces approches de co-création, de collaboration hybride diffèrent peut-être des modèles plus traditionnels de mécénat, de responsabilité sociale que j'appellerais traditionnelle? Moi, je crois que c'est extraordinairement plus difficile, déjà. Objectivement, c'est un pari des deux côtés, compliqué, parce que les horizons de temps sont différents, les systèmes organisationnels sont extrêmement différents, donc c'est vraiment très très compliqué. Mais des deux côtés, on reconnaît qu'il y a une asymétrie dans les ressources. Voiture Eco a des choses que Renault n'a pas, et Renault a des choses que Voiture Eco n'a pas. Donc, à partir de ce moment-là, la façon intelligente, c'est de travailler ensemble et de trouver des manières de créer
une valeur supplémentaire en travaillant ensemble. Alors c'est très très compliqué, hein. Franchement, c'est très compliqué parce qu'il y a une asymétrie fondamentale, je trouve, au niveau du risque réputationnel. Quand on voit SFR qui travaille avec Emmaüs, il est clair que Emmaüs a beaucoup plus à perdre que SFR. Et que les personnes qui travaillent pour le projet Emmaüs avec SFR sont souvent mises en cause nommément en disant mais c'est pas de Emmaüs, ça. Tu fréquentes des personnes qui ne sont pas fréquentables. Non mais c'est vrai. Donc ça c'est quand même un énorme problème pour elle. On s'aperçoit que ça crée des blocages très importants. Je crois que je l'avais dit lors de la conférence Renault, mais c'est vrai quand même l'entreprise a montré ses talents. C'est-à-dire que c'est l'organisation, l'institution la plus efficace. Donc les ONG, les associations doivent essayer d'apprendre des choses de l'entreprise. Mais c'est très compliqué parce qu'elles ont, encore une fois, des organisations beaucoup plus décentralisées, des gens qui n'en font qu'à leur tête, pour parler clairement, qui ont créé ça de leurs propres mains depuis tout le temps et qui personnifient l'action. Et c'est très difficile d'organiser une succession ou de créer les conditions dans lesquelles les personnes qui travaillent, par exemple dans les plateformes Motorico, est-ce qu'elles vont être aussi motivées que Florence? C'est très difficile. Voilà, moi je trouve que c'est très difficile, donc je vais tirer chapeau aux entreprises et aux associations qui essayent, et puis essayer de leur apporter tout l'aide qu'on peut pour transformer cette essai. Merci pour ces éléments de fond. Donc je vous propose maintenant de passer à la solution très concrète qu'on a en face de nous, donc le projet Mobilis. Donc la question à Claire Martin, donc comment est né ce projet Mobilis? Comment est-ce qu'il s'inscrit dans la stratégie de Renault? Et quels ont été les grands objectifs en termes de création de valeurs sociales et économiques qui ont été définis? Alors, je le disais, je ferai un petit retour en arrière. On est dans les années 2008-2009. 2008, la crise qui impacte très fortement l'industrie automobile mondiale, et notamment les constructeurs français. Il se trouve que c'est à ce moment-là que j'ai créé la direction de la responsabilité sociale du groupe Renault. Ce n'est pas par hasard que c'est à ce moment-là que ça se passe. Ça correspond à différentes attentes. D'abord, une prise en compte par l'entreprise d'abord de sa fragilité, parce qu'on est passé pas très loin du gouffre. Je pense que c'est un élément clé. Prise en compte des attentes de la société, d'acteurs de la société civile qui se manifestent, qui interpellent les grandes organisations, ça peut être des associations, des ONG, etc. La prise en compte aussi des salariés ou des partenaires tels que des fournisseurs ou tels que des réseaux commerciaux, des réseaux de distribution qui aussi sont en contact avec les populations. Bref, un faisceau comme ça d'interpellations qui finissent par non pas faire douter les patrons des entreprises, mais en tout cas qui commencent à leur mettre la puce à l'oreille, on va dire. Il se trouve que la réflexion apportée pour ce qui concerne Renault également sur la grande question environnementale et énergétique, parce qu'on sait que dans notre industrie, on est dans une phase de transition énergétique pour limiter les impacts environnementaux de nos produits sur l'ensemble du cycle de vie de nos produits. Mais on voit très bien que l'impact environnemental et l'impact social sont forcément très liés et qu'ils ne sont absolument pas déconnectés comme on a pu peut-être l'imaginer quelques années auparavant. Donc c'est toute cette réflexion qui amène à ce que finalement, j'arrive moi avec l'idée de créer cette entité, qui se fait en parallèle aussi d'une réflexion sur l'évolution
de cette industrie et aussi de la marque. Et en 2009, Renault, au fond, annonce publiquement sa volonté d'être un acteur, non plus vraiment un constructeur automobile, quoique construisant toujours des voitures, mais un acteur de la mobilité durable pour tous. Et forcément, à ce moment-là, je me dis, mais où il est le pour tous? Certes, on est un constructeur généraliste, je savais qu'on fait à peu près tous les niveaux de gamme, avec plus ou moins de bonheur et de succès. On a, à partir de 2005, créé même une gamme assez spécifique qu'on a appelée low cost, qui est la gamme Dacia, avec 7 voitures dans cette gamme. Et qu'est-ce qu'on a observé à ce moment-là? D'abord, c'est qu'on a la capacité à reconstruire complètement notre process de conception, de fabrication et de commercialisation des voitures pour qu'elles puissent être vendues à des prix beaucoup plus accessibles. Bon, avec la nécessité de les fabriquer dans des pays où la main-d'œuvre, le coût de la main-d'œuvre est moins cher, et à assumer ça, oui, c'est aussi partie de notre responsabilité que de l'assumer. Mais même avec cette gamme on va appeler low cost pour les marchés européens, en réalité, c'est du moyen de gamme pour toute une série de marchés à l'international, notamment les pays émergents qui veulent accéder à l'automobile. Mais même avec des véhicules très bien positionnés en prix, eh ben, on se rend compte que le pour tous, il n'est encore pas là. C'est-à-dire qu'il y a toute une catégorie de la population qui n'a pas accès à ces véhicules. Et on se dit, il y a donc, pour mettre au fond une entreprise comme Renault, les actes de cette entreprise en cohérence, en conformité avec son discours, acteur de la mobilité durable pour tous, eh bien, il va falloir ouvrir ce champ et regarder de près qui sont ces populations, quels sont leurs besoins de mobilité, quelles sont leurs habitudes et qu'est-ce qu'on va pouvoir leur apporter comme produit, comme service, comme solution. Et très vite, on se rend compte que ces gens-là, soit on les ignorait, soit on les avait oubliés, soit on les avait jamais regardés, en fait. C'est-à-dire que c'est vrai que le secteur de marketing ignorait complètement ces segments de population, d'accord, premièrement. Et puis deuxièmement, on sait que quand on s'appelle Renault, je veux dire, on arrive quelque part et on est quand même, il faut le reconnaître, assez effrayant. Et au moins pour ces deux raisons-là, un des éléments qui m'a paru clé au départ, c'est qu'on ne pourrait pas y aller et réussir si on y allait seul. Et donc assez vite, j'ai considéré qu'une des conditions de succès d'un vrai programme à impact social, donc qui permet à des gens qui n'ont pas de solution de mobilité d'en retrouver, il faudrait passer par un travail avec des acteurs de terrain, des acteurs qui connaissent ces gens-là. Et alors, on a fait un panorama complet de dizaines et de dizaines d'associations, d'entreprises d'insertion, d'entreprises tout court sur ces sujets-là. Et il y a eu la rencontre en 2008, 9 ou 10, je ne sais plus, avec Florence. Et après c'est vraiment une histoire de rencontre. Et dès le départ, le projet, il est co-construit à 3 dimensions, parce que c'était des solutions concrètes, la co-construction avec le monde pour trouver ces solutions avec les associations d'insertion. Deuxièmement, la co-construction avec le monde académique, parce que je considère qu'il y a une co-construction aussi. Il faut être humble et avoir l'humilité ou l'intelligence de dire on ne connaît pas ces sujets-là, allons voir ce que des chercheurs, des scientifiques ont dit sur ces sujets-là pour éviter s'éviter pas mal de bêtises. Et puis, troisième élément, si ces projets, on veut les faire exister de manière pérenne dans des structures comme les nôtres, dans lesquelles les budgets, on peut vite se faire rétamer un budget, il fallait absolument créer une plateforme de financement pérenne. Et c'est le fonds d'investissement qu'on a créé, dédié à tous ces projets. Pas compris. Une question par rapport à la co-création. Vous avez rapidement perçu la nécessité de collaborer avec d'autres acteurs, mais finalement, est-ce qu'un processus de co-création, c'est pas plus long que de mener un programme directement où on a plus de contrôle sur les résultats? C'est forcément plus long, mais
franchement, si j'ai considéré dès le départ qu'à mon avis, mais validé par des écrits, validé par des expériences antérieures à la nôtre, si j'ai considéré que c'était une condition de succès, eh bien, je considère qu'il faut se donner le temps de cette co-construction. C'est vrai que ça prend du temps, mais au fond, c'est pour garantir un résultat, et je crois que ça c'est un truc qu'on partage, toutes les deux, c'est la volonté d'avoir un vrai impact très concret, quoi, pour pouvoir ensuite, parce que c'est dès qu'on a un premier impact, après c'est tellement plus facile de convaincre tout le monde en fait. Merci Claire. Florence, donc la mobilité pour tous, en fait, c'est la mission de Voiture en Co. Donc pourquoi est-ce qu'il vous a semblé pertinent de commencer cette collaboration avec Renault? Quels sont les rôles, en fait, qu'est-ce qu'apporte chacune des organisations? C'est ce que j'avais commencé à vous raconter tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est vrai que c'est une histoire. Donc c'est vrai que c'est arrivé, la rencontre se fait à un moment où effectivement la réflexion chez Renault aboutit, et au moment où chez Voiture Eco finalement on s'aperçoit que nos plateformes de mobilité ont un impact social, qu'on peut en développer sur le territoire, qu'il y a des demandes de développement de nos plateformes de mobilité et que seul on ne peut plus assumer. On ne peut plus aller voir alors je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'effectivement on a un enjeu très important chez Voiture Eco à partir de 2011. C'est un enjeu de besoin de fonds de roulement. Une plateforme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 500 000 €. C'est financé à 90% par des collectivités publiques. Et c'est de l'Europe, des régions, l'État. Et donc, on est financé entre 12 et 24 mois. Quelle entreprise réussirait à survivre à ça? Et donc, on s'est retrouvé à se dire que si on voulait aller plus loin, si on voulait permettre en fait de développer ce service qui a un impact social, il fallait qu'on puisse rencontrer d'autres structures. Et donc à ce moment-là, on recherche des entreprises qui sont intéressées par notre dispositif et par nous accompagner sur quelque chose qui est un petit peu innovant, qui est justement ce développement de plateformes de mobilité, nous accompagner à la fois, pas sur du mécénat, on ne va pas les voir en disant, on ne va pas voir Renault quand on discute les premières fois en disant on a besoin de mécénat, même si ça aurait été la facilité sur le moment. Mais l'ambition, c'est plutôt de regarder sur le long terme et de réfléchir à comment on va travailler sur le business model de Voiture Eco. Est-ce que vous pouvez nous accompagner sur un temps court là, pour qu'on puisse développer les plateformes et faire la preuve que ces plateformes fonctionnent? Donc on s'est donné une ambition forte, c'est vrai, de 30 000 personnes en 10 ans accompagnées à l'emploi grâce aux plateformes de mobilité qu'on développerait en commun. Et puis on a voulu aller plus loin et on s'est dit qu'on avait des métiers très proches. Et que quelque part, une partie des bénéficiaires de Voiture Eco étaient des utilisateurs de voitures et qu'on ne pouvait, nous, pas leur proposer de solution. Et donc, il y a 50-60% des personnes qui ressortent du dispositif Voiture Eco en retournant à l'emploi. Il y a 90% des personnes qui ressortent du dispositif Voiture Eco en étant autonomes en termes de mobilité. Et il y avait 10% jusqu'à l'année dernière à qui on n'avait aucune solution à proposer parce qu'ils avaient des véhicules qui avaient des difficultés, qui avaient besoin d'être réparés, qui n'avaient pas les moyens de pouvoir réparer leur véhicule, et aussi parce que parfois ils n'avaient pas les moyens de pouvoir acheter un véhicule. Et donc là on a voulu aller plus loin, c'est pour ça aussi que ça met du temps la co-construction, parce que les idées naissent aussi au fur et à mesure qu'on travaille ensemble et qu'on apprend à se connaître. Et donc on a développé les garages Renault solidaires, que je vais laisser Claire expliquer, et aussi un dispositif de leasing social, puisque l'ambition c'est d'accompagner les personnes à pouvoir acheter, louer des véhicules avec une valeur d'achat zéro au bout de quelques années. Voilà. Oui. D'abord, quand on a regardé ces populations de la base de la pyramide, on s'est rendu compte que 60% d'entre eux n'ont pas de voiture, mais 40% d'entre eux ont un véhicule. Mais malgré tout, ils peuvent très bien avoir un véhicule
et en même temps être complètement coincé en matière de mobilité. Pas dans les bouchons, comme disait Frédéric, pas toujours dans les bouchons, simplement parce que cette voiture, elle est vieille, elle est chère à entretenir, ou elle est tombée en panne et la réparation représente 3 mois de salaire ou de revenus. Et donc, on s'est effectivement dit que pour ces personnes-là qui avaient un véhicule, il n'y a pas de solution de réparation dans les plateformes voiture éco. C'est pas leur métier, c'est des investissements considérables, c'est absurde de vouloir créer quelque chose. Et on s'est dit, mais dans le réseau des garages, agents, concessionnaires ou succursales Renault, on a 5000 points de vente sur le territoire français qui sont des Renault. On va bien trouver des gens qui, eux, ont des équipements, ont des mécaniciens formés. Et on a commencé à construire en impliquant l'ensemble des métiers, justement, de la réparation, du management de réseau, du financement de ces activités. Donc, en allant travailler avec eux, et là, mon idée a été dès le départ d'embaucher quelqu'un pour piloter le programme qui était un homme du commerce automobile, qui connaissait par cœur le commerce automobile. Il a lui-même été patron de succursale. C'est un petit détail, mais en fait, c'est très important. Parce que moi, je ne viens pas du commerce automobile, mais plutôt de l'amont, de la recherche, et de ce genre de choses. Or, j'avais besoin de quelqu'un qui connaisse parfaitement l'ensemble de ces métiers, qui sont des métiers complexes, et qui ait exactement le même langage que les gens qui sont dans les garages et qui reçoivent les clients avec des véhicules. Et ça aussi, c'est... Voilà, il y a des petits éléments comme ça qui sont des facteurs de succès. Et aujourd'hui, donc, sur la base du volontariat, c'est très important. Même si vous avez vu que c'est une politique que j'espère déployer dans le groupe, il n'empêche que ce n'est pas un truc imposé du haut, ou du siège, ou de je ne sais quoi. Ça doit forcément partir de la volonté des gens du terrain, des concessionnaires, des agents Renault, qui disent « Moi, je souhaiterais être entré dans ce dispositif. Et le dispositif consiste à proposer à prix coûtant les réparations ou l'entretien courant, donc plus ou moins grosse réparation, ou entretien courant des véhicules, des bénéficiaires qui sont passés par les plateformes voiture éco et qui sont envoyés chez les garagistes. Pourquoi? C'est eux qui savent prescrire et dire cette personne-là est un bénéficiaire qui peut avoir ce service extrêmement intéressant sur le plan financier. Ce n'est pas le boulot des garagistes de dire bah oui, toi tu rentres dans la catégorie ou pas. Par contre, leur job à eux, c'est de faire le diagnostic complet du véhicule et d'avoir un dialogue de vérité avec les personnes en disant ça vaut le coup de réparer la voiture ou pas. Et si on peut réparer cette voiture, voilà le tarif qu'on va faire. Et si le devis est acceptable, on a aussi toute une procédure de financement échelonnée qui peut être mise en place. Et à ce moment-là, la réparation a lieu. Aujourd'hui, on est en test. On a 10 garages en France qui sont entrés dans le dispositif. Ça va vous paraître pas grand-chose sur les 5000, mais on veut avoir un test. On dévermine, vraiment, on essaye d'avoir quelque chose de très efficace avant de le déployer au-delà. Voilà comment on a procédé. Merci. Alors, une question peut-être pour faire suite à cette description. Quand on met en place un projet innovant comme Mobilis, il faut toujours convaincre d'autres personnes autour de soi. Donc, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Donc, qui a été le plus difficile à convaincre? Est-ce que c'était les concessionnaires, le management de Renault, les collaborateurs? J'ai envie de dire, j'ai procédé par ordre. Pour lancer ce programme et ne pas en faire un vrai programme d'entreprise, ne pas en faire un petit truc dans un coin, peut-être éventuellement pour se donner bonne conscience, je considérais qu'il fallait que j'attaque par le haut, là par contre, pour que la direction générale s'engage à ce que je puisse expérimenter, donc même si c'est à petite échelle au départ, mais n'empêche que je voulais un engagement de la direction générale. Donc j'ai démarré par ça, en montrant, en proposant l'ensemble du dispositif, le trépied que je vous ai présenté.
même si à l'époque on n'avait pas les garages FEDER, parce que les garages FEDER, c'est vraiment un des bébés de la co-construction dont on parle. Donc eux, ils n'étaient pas encore dans le projet d'origine. Mais par contre, il y avait des choses très concrètes, les plateformes de mobilité, le financement et la co-construction avec le monde académique. Dès le départ, et en disant, et il me faut des ressources, il me faut des moyens, et on part pour vraiment de manière sur du moyen long terme. Et ensuite c'est absolument tous les métiers, des ingénieurs, les fabricants, les commerçants, les financiers, parce que je n'ai rien fait sans associer les métiers de l'entreprise, et pour moi ça c'est aussi une condition de réussite, sans associer les métiers, et donc le fonds d'investissement, je l'ai monté avec les financiers de la boîte, pour être dans les process, c'est un des programmes de Renault, et puis pour bénéficier de leurs compétences à eux, que je n'ai pas personnellement, et puis pour petit à petit faire germer tout ça et diffuser, mais le marketing s'y met, les réseaux sociaux s'y mettent. Alors après je dirais que le personnel, c'est les salariés du groupe, à la limite, c'est ça qui est le moins compliqué. Ce qu'il faut, c'est que chacun dans son métier se dise, moi j'ai un truc à faire dans ce programme. Merci. Et même question pour Voiture en Co. Donc Frédéric Dalsace parlait tout à l'heure du risque de réputation pour les associations ou les entreprises sociales qui se lancent dans cette aventure de co-création avec de grandes entreprises. Donc, quelle a été l'histoire pour Voiture en Co qui avait voulu convaincre? On a été très pragmatique quand même chez Voiture Eco. C'est vrai que quand on est arrivé avec ce partenariat avec Renault, on a parlé évidemment à nos équipes, comme dans n'importe quelle entreprise, dans un séminaire bien classique. Et en fait, ils ont été faciles à convaincre parce qu'à partir du moment, je crois qu'on leur aurait parlé simplement du développement. Effectivement, il aurait fallu expliquer pourquoi on s'associe à une entreprise. Mais à partir du moment où on leur a parlé de la co-construction, du service des garages Renault solidaires qu'on avait imaginé, là d'un seul coup ils ont vu tous les bénéficiaires qu'on allait aider. Et j'ai ressenti la même chose en fait quand j'ai rencontré les équipes de chez Renault au fur et à mesure. C'est incroyable en fait la bienveillance qu'on a eu autour de notre projet, que ce soit dans les équipes de chez Renault quand je les ai rencontrés et les équipes de Voiture Eco. Parce que vraiment, quand on a vu les conseillers mobilité, qu'on leur a dit mais voilà, demain, les personnes pour qui on n'avait aucune solution, demain on en aura, ça a été d'un seul coup quand même un soulagement de se dire que finalement la direction de Voiture Eco, quand on faisait des partenariats, on réfléchissait aussi aux solutions qu'on allait pouvoir créer. Et donc ça a fait naître un engouement aussi sur mais on pourrait faire ci. Donc ça a quand même été et très pragmatique parce que nos plateformes, la volonté de développement, c'est quand même 30 000 personnes qu'on pourra ramener vers l'emploi, c'est pas négligeable. Quand on travaille dans l'insertion, on est fiers, on est très fiers de ça. Donc on a été très pragmatique. Voilà, je pense que on a dépassé les clivages qu'on avait pu imaginer au départ. Mais parce qu'on a été plus loin, je pense, dans la proposition de solution. Est-ce que vous avez ressenti les différents mondes, la réalité des différents mondes en termes justement de temps, de calendrier, de style, de langage? Est-ce que ça a été difficile au début? Vas-y. Est-ce que j'ai le droit? La ligne 9, je la connais au large au travers. C'est évidemment qu'on ressent une différence entre le monde de l'entreprise et le monde de l'associatif. Et on va très vite. Dès qu'on a une idée dans l'associatif, le lendemain, elle est mise en place et on a toutes les ressources actives tout de suite pour pouvoir le mettre en œuvre. Évidemment, dans une entreprise, il y a des périodes de validation, c'est toujours un tout petit peu plus difficile. Mais malgré tout, une fois qu'on a vraiment accouché de l'idée des garages Renault solidaires, moi j'étais impressionnée quand même par la réactivité. Et maintenant, ce qui met le plus de temps, c'est de réussir par contre à mettre en œuvre tout ce qu'on a imaginé. Et donc, je pense que là, par contre, on se retrouve carrément sur la même échelle de temps. Donc, est-ce que Claire, vous voulez faire des commentaires aussi à ce propos
sur les différences culturelles ou de style de travail, de vision? Non, parce que d'abord, je dirais des choses assez proches de ce que dit Florence. Moi, je trouve que quand on s'engage dans ce genre de projet, d'abord, il faut en avoir envie, quoi. Et moi, je me souviens toujours de ma première visite à la manufacture du rap, justement, dont il parlait. C'est vrai que c'était très sympa, j'ai trouvé. Moi, j'ai pas eu le sentiment que j'arrivais sur Mars. Moi, j'ai trouvé ça sympa. À la limite, plus en résonance avec l'époque que les bureaux d'une entreprise comme Renault, par exemple. Tu vois, ce à quoi je fais allusion, vous travaillez dans un environnement qui est très différent du nôtre, et l'espace marque beaucoup, est un marqueur très fort. Et c'est toujours frappant, quoi. Et d'ailleurs, je me souviens que j'avais dit, mais moi, cette fois-là, je veux venir, parce qu'ils étaient venus plusieurs fois chez nous, et je me disais, mais il faut que j'aille voir où ils travaillent, comment ils travaillent, parce que finalement, ça apprend beaucoup de choses aussi. Et voilà, mais finalement, à partir du moment où on a envie, on sait qu'on a tous à gagner, franchement, et je rajouterais, je parle de moi, mais je pense que plein de collègues à moi de Renault, au fond, vivent exactement la même chose. Voilà, au départ, on a l'impression que c'est super éloigné, que finalement, on n'en vit pas dans les mêmes mondes, et puis finalement, non, quoi. En fait, voilà. Merci. Une question par rapport aux indicateurs clés du projet. Comment est-ce que vous définissez le succès, et comment est-ce que vous avez mis en commun justement cette définition du succès? On a défini sur l'impact social, donc ça a été très très clair sur le nombre de plateformes que nous allions développer, à quel rythme, combien de personnes nous devions accompagner, qui étaient ces personnes que nous devions accompagner. On a vraiment défini, enfin de toute façon, mais ça c'est une culture que chez Voiturico on avait déjà, l'ambition c'est d'être efficace, c'est que le dispositif fonctionne, donc on l'a complètement partagé. Sur les GRS c'est un petit peu plus difficile parce que c'est un nouveau projet complètement construit, donc on ne connaît pas encore complètement les indicateurs. En revanche, on est accompagné par une personne qui travaille avec nous à définir des indicateurs de réussite des GRS. Vous vouliez faire un commentaire, Frédéric? Qui marche? Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui, ce qui me frappe, c'est qu'on a quand même ici un cas facile. Un cas facile. Pourquoi? Non, mais c'est extraordinairement difficile, mais c'est un cas facile, parce qu'on a Voiturico, groupe SOS, qui connaît les modèles hybrides par cœur, qui fait des séminaires. C'est Florence qui est dans un séminaire classique. Et puis d'un autre côté, on a Renault par l'intermédiaire de Claire qui fait les choses vraiment bien, qui coche à toutes les cases, implication de la direction générale, qui cache à toutes les cases la nécessité d'apprentissage, on va commencer doucement, etc. Enfin vraiment, je ne sais pas si c'est un cas d'école, on verra, mais en tout cas, c'était au départ quelque chose de facile. Et pourtant, on sait que la route va être longue, c'est compliqué, les points de vue sont différents, mais le GRS, donc Garage Renault Solidaire, c'est vraiment un produit unique parce qu'il vient de cette co-création. C'est ça qui est extraordinaire. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu quel a été le rôle justement de la chaire entreprise et pauvreté de l'HEC dans l'accompagnement de ce projet? Enfin, très petit, franchement. C'est Claire et Florence et leurs équipes qui bossent. Nous, on aide. Comment? On va sur le terrain. D'ailleurs, demain, on est sur le terrain avec les équipes. Mais on est un peu, on joue au ping-pong quand on peut. Objectivement, c'est un projet qui est porté par Renault et par Voiturico. Nous, on apprend autant qu'on peut donner si on peut donner des choses. Et ce qui est fantastique, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on fasse aussi caisse de résonance. Ça, c'est important, de montrer ce qui peut se passer dans les entreprises. Moi, je suis frappé parce que j'interviens beaucoup en executive education, formation continue en français. Et c'est incroyable de voir l'appétence qu'il y a
de personnes qui ont en moyenne d'âge 40 ans, ça va de 35 à 55, quand on leur parle de ça. Et c'est ça, moi, qui me fait vibrer et qui fait que j'essaie de continuer ça, c'est de voir qu'il y a beaucoup de personnes dans les entreprises qui voudraient faire ces projets. Donc si on reste, nous, à notre petite échelle, caisse de résonance par rapport à des personnes qui sont qui ont les manettes maintenant, et puis par rapport aux jeunes qu'on essaie de former, voilà, on aura accompli notre action. Sur l'apport de la chaire, moi je dirais 3 choses. Parce qu'il est très modeste quand même. Il nous éclaire, il nous valide des idées, des hypothèses quand même. Et puis, il rassure aussi, parce que quand on se lance dans un truc comme ça, qu'il faut aller présenter le truc aux 10 membres du comité exécutif, on est quand même un peu dans cette idée, hein, même si on les connaît un peu, etc., etc. On sait que forcément, on va leur parler et de population, et de projet, et d'approche, social business, no profit, no loss. Je veux dire, ils disent, mais enfin, ils auraient très bien pu me dire à maintes reprises, parce que j'ai dû y aller plusieurs fois, enfin, tu vois pas qu'on a autre chose de plus urgent à faire aujourd'hui, avec la crise des marchés, avec le truc, avec ceci, avec cela. Donc, d'avoir le soutien, il y a un côté rassurant de savoir qu'il y a des gens qui ont élaboré, qui éclairent le chemin, qui peuvent valider des hypothèses ou des questions qu'on se pose. Le côté ping-pong, mais c'est ça, la validation, bon, bah, on est un peu plus robuste et puis du coup, on avance plus facilement le cran d'après, je trouve. Voilà, et puis bah, j'espère que oui, par ailleurs, ça va produire de la connaissance qui sera transposable pour d'autres expériences et que ça, ensuite, ça diffuse plus largement. Ça, c'est le boulot de publication académique, de communication, etc. Et on aime bien le faire ensemble. Peut-être encore une question, justement, vous parliez, Claire, de l'approche, donc social business, de l'approche Yunus, donc pas de distribution de dividendes par ce projet. Est-ce que c'est quelque chose qui est durable à terme dans l'entreprise, ou est-ce que ça va ouvrir des perspectives de commencer un business rentable sur le thème de la mobilité pour tous? Alors là-dessus, moi je suis assez décomplexée, et pourtant bon. Et si on développe derrière des business, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, à la limite, il y a d'une part, il y a ce que l'on fait dans le cadre de l'ensemble de ces projets. On a une règle et tous les projets qu'on financera, toutes les initiatives, toutes les entreprises ou les associations qu'on financera via le fonds Mobilise Invest, c'est le principe de social business, no profit, où quand il y a du profit, il est réinjecté dans l'activité, donc il n'y a pas de distribution de dividendes, et on espère et on essaye de ne pas générer de pertes pour ne pas peser sur le reste des activités du groupe, d'une part. Mais si on arrive à développer de manière beaucoup plus massive, en dehors par exemple de la France, des nouveaux modes de mobilité qu'on va pouvoir déployer largement dans des pays émergents et que ça peut rapporter du business à la boîte, on ne se l'interdit pas non plus. C'est pas tabou non plus. Alors, je serais mal placée, étant Renault, de dire ça. Mais aujourd'hui, on n'est pas du tout là. Donc, c'est pour ça qu'il est important de créer ce fonds pour assurer la pérennité. Là, on est parti pour des années. C'est 7 ou 8 ans. On est parti pour 7 ou 8 ans. À la fois l'investissement et le retour. C'est 7-8 ans ensemble avec Autoreco. Vous voyez que c'est pas du one shot, quoi. Donc, on sait qu'on va assurer une vraie croissance et on le fera pour toutes les associations ou les entreprises que l'on soutiendra, dans lesquelles on rentrera en relation. Maintenant, j'ai des équipes qui travaillent aussi sur des choses totalement innovantes qui pourraient un jour rapporter de l'argent. Regardez le projet Logan de Renault. Au départ, projet low cost, New Euro, sur une petite marge, etc. Aujourd'hui, ce sont les produits les plus rentables de l'entreprise. Mais si, maintenant, on l'assume, ça aussi.
Ben oui, mais on arrive à résoudre cette équation de proposer des véhicules à très bas coût et qui en même temps, ben, ça ne les empêche pas d'être rentables. Ça, j'ai envie de dire, c'est une bonus pour tout le monde. Frédéric d'Alsace, une question par rapport. Est-ce qu'il est possible d'extraire une méthodologie justement en voyant, en écoutant, en suivant le cas de Mobilis pour d'autres entreprises et d'autres associations qui voudraient s'engager sur ce chemin? Sans doute qu'il sera possible d'en dégager des lignes de force, des conclusions qui pourraient être transversalisées pour d'autres exemples. Très franchement, on n'en est pas encore là. Alors, il y a des choses qui existent, qui sont très bien. Le rameau, il y a un petit bouclet, il y a des choses qui existent. Le problème, c'est que dès que vous les généralisez, vous décontextualisez, vous appauvrissez très largement les messages. Et du coup, ça affaiblit tout ça. Pour le moment, j'ai pas beaucoup de solutions. Soit vous êtes très général et puis finalement, bah ouais, si c'est ça que vous avez appris, c'est pas grand-chose. Soit vous écrivez une monographie à un cas, et puis oui, bah, ça marche pour Voiture Éco pour Renault, ça marche pour Blédina à la Croix-Rouge, ça marche pour Essilor et l'optique solidaire, mais moi qui veux faire autre chose dans le logement social, c'est très compliqué. Je n'ai pas trouvé la solution. Je cherche. Et quel est le rôle d'autres acteurs, comme les pouvoirs publics, dans la création et puis l'expansion de ces nouveaux modèles? Dans la salle. Non, moi je crois qu'il faut les oublier. Excusez-moi de dire ça, c'est peut-être justement là. Je trouve que l'essence même, alors je vais peut-être être en désaccord avec beaucoup de monde ici, mais l'essence même du social business, c'est d'arriver à créer un mode organisationnel qui soit durable, c'est-à-dire qui ne produise pas de pertes et qui puisse résoudre le problème social. Voilà, ça c'est l'objectif. Donc il faut essayer au maximum de les oublier. Voilà, moi je suis assez... Alors Florence, vous m'embêtez là maintenant, mais... voilà. Ton modèle dépend pour le moment beaucoup sur certains aspects. Tu es complètement dépendant des pouvoirs politiques. Tu n'es pas encore un vrai social business. C'est pas grave. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ah, ça y est, le débat s'allie. Ça de cette manière. Non, parce qu'en fait, moi aujourd'hui, on considère chez Voiture Éco les collectivités qui financent l'association comme finalement des clients. Nous répondons aux besoins de la société. On a fait un SROI chez Voiture Éco, donc un retour sur investissement. Pour 1 euro dépensé chez Voiture Éco aujourd'hui, on fait économiser 6 euros aux collectivités. Alors, ce n'est pas les mêmes lignes budgétaires, mais malgré tout, ça revient quand même au finish dans les dépenses publiques. Donc, pour moi, je pense qu'au contraire, il ne faut pas les oublier, il faut trouver une place, un triptyque qui serait justement les collectivités, les entreprises, les associations, et je pense qu'on démultipliera l'impact de nos actions. Puisque malgré tout, les entreprises n'ont pas dans leur ADN de s'intéresser aux besoins sociaux. Et donc avoir, à mon avis, les collectivités avec nous à nos côtés, ça nous permettra peut-être aussi d'avoir une vision peut-être plus large. D'ailleurs, souvent, les collectivités sont demandeuses de l'installation des plateformes, donc ils sont presque parfois à l'origine parce que justement, ils ont vérifié que c'était un modèle, au fond, qui était beaucoup plus économique pour eux et en maximisant l'impact que d'autres approches. Par ailleurs, je voudrais ajouter que, alors c'est le pouvoir public à travers la Caisse des dépôts et consignations, qui, vous savez, gère le grand emprunt, et dans le grand emprunt, il y a un volet qui a vocation à financer l'économie sociale et solidaire. Eh bien, il y a un comité d'engagement qui est dédié à la Caisse des dépôts au financement de cette activité. Eh bien, ils ont pris la décision au mois de juin, devant la solidité du dossier qu'on a mené, de co-investir systématiquement
et donc ils vont co-investir parce que Renault met 100, ils mettront 100 dans Voiture Éco. Donc là, j'ai envie de dire, il y a une association de fonds privés et de fonds publics à 50-50 parce qu'ils l'ont souhaité. On leur a dit tiens, on fait ça, est-ce que éventuellement ça vous intéresse? Ils ne veulent pas financer Renault ou financer le fonds d'investissement, ce qui paraît tout à fait logique. Par contre, ils vont co-investir à côté de nous. C'est quand même assez génial. Et en plus, ils manquent de projets financiers. Oui, je vais préciser ma pensée. Je me suis mis un peu. Non, l'idée, c'est que je pense que le modèle associatif traditionnel va, et on en a vu encore aujourd'hui, il y a les assises et les résultats qui sont publiés, va systématiquement passe une grande partie de ses ressources en temps, en hommes, à aller d'institution en institution, de service public en service public, d'organisation en organisation, pour essayer de boucler ses budgets. Ça, c'est le modèle associatif traditionnel. Je pense qu'il faut, et c'est toute la complexité, mais aussi l'intérêt du social business, c'est d'aller au-delà de ça, c'est-à-dire de se dire, est-ce qu'on ne peut pas créer quelque chose dans lequel on ne soit pas obligé tous les ans de faire appel à des ressources extérieures, quelles qu'elles soient. C'est pas facile à faire. Donc, dans la majorité des cas, on s'aperçoit qu'effectivement, il faut mettre un peu d'eau dans son vin. Mohamed Younous n'est pas très heureux quand on lit ça, mais c'est vrai que ces modèles sont très difficiles à boucler, donc il faut à ce moment-là essayer de faire des modèles hybrides, pas des vrais social business, Younous ne serait pas content, mais qui vont quand même dans une finalité qui est différente, qui est de dire est-ce qu'il n'est pas possible d'utiliser l'efficience de l'entreprise pour résoudre des problèmes sociaux. Et c'est ça, je trouve, pardonnez-moi, mais il ne faut pas aller voir les publics dans une optique de solution de facilité. Il faut faire bouger les lignes, faire de la co-innovation avec eux, oui, aller les voir pour leur demander des ressources supplémentaires. Je pense que ça, on ne fait pas avancer les choses si on va dans cette voie-là en disant allons demander des subventions au Conseil général. Voilà. J'espère que j'étais un peu plus clair. Merci pour cette clarification. Alors avant de laisser la parole à la salle et d'accueillir les questions, je voulais vous demander si vous aviez des recommandations pour les entreprises et les associations qui se trouvent dans la salle et qui cherchent à créer ce genre de projet. Allez-y, rêvez. Aujourd'hui, on continue à imaginer d'autres co-constructions, d'autres partenaires à notre aventure. Et donc, la première chose, c'est d'imaginer, de comprendre ce que pourraient nous apporter d'autres structures, ce qu'on pourrait apporter à d'autres structures. Donc, c'est toujours d'être dans la construction d'un quelque chose de nouveau, construction d'un nouveau modèle. Donc, je crois que c'est vraiment ça, c'est pas se dire on va aller chercher, taper à la porte pour aller chercher de l'argent, mais c'est plus se dire mais qu'est-ce que je pourrais leur apporter demain et qu'est-ce qu'ils pourraient nous apporter demain. Toujours dans la volonté de répondre à un besoin social. Vraiment, ma recommandation, au-delà de la boutade foncée, c'est effectivement quand même encourager les entreprises à y aller parce qu'il y a beaucoup de choses à y gagner. Et ma recommandation, ça serait prendre le temps nécessaire à bien identifier les associations, les entreprises d'insertion qui vont vraiment, je dirais, être complémentaires de ce que vous êtes et par rapport à la mission que vous êtes fixée. Et d'ailleurs, au passage, je pense qu'on fait bien ce type d'activité quand on les fait dans son cœur de métier. C'est-à-dire qu'on ne se met pas, nous, Renault, à faire, je sais pas, des choses autour de la pharmacie. Ça n'aurait aucun sens. Donc, je pense qu'on fait bien ce qu'on connaît bien. Et quand on prend le temps de bien identifier un ou des partenaires, et ça, je pense qu'on peut aussi être amené à éliminer beaucoup de monde. Hein, malheureusement, c'est quand même le cas. Donc, ça prend du temps, mais c'est ce qui donnera le résultat au bout. Voilà.
et une situation finalement qui est assez difficile. C'est-à-dire qu'à court terme, les entreprises sont placées dans une injonction paradoxale. Si vous ne faites rien, vous êtes une machine à engranger du profit, donc c'est pas bien. Et si vous faites quelque chose, c'est du social washing, c'est pas bien non plus. Alors il faut dépasser ça. Et ça, c'est pas facile. Et les entreprises prennent des risques. Il faut le reconnaître. Mais je crois qu'on est obligé de prendre ce risque. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'à terme, on n'a pas la solution. Il faut bouger les choses. Moi, ce que je dis à mes étudiants, alors je suis un prof de marketing un peu bizarre, parce que je leur dis, voilà, on a fait passer, notre modèle a fait passer les citoyens sont devenus des consommateurs, ça c'était un progrès, paraît-il, et ensuite, on a fait passer les consommateurs, on les a transformés en co-marketeurs maintenant, c'est la nouvelle, voilà, et les médias sociaux, il faut non seulement qu'on consomme, vous disiez aux petits copains de consommer. Ça, on va clairement dans le mur. C'est écrit. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dit aux entreprises, non, le profit c'est mal, il faut faire de la décroissance, etc. Moi, je suis en grande empathie avec les partisans de la décroissance. Je pense qu'ils ont raison sur le fond. Le problème, c'est le chemin pour y aller. Et le chemin pour y aller, il n'y en a pas des millions. Et en tout cas, la co-création, le travail avec les associations, avec les ONG, le social business, c'est une des voies qu'on explore. Alors est-ce que ça va marcher? J'espère. Là aussi, il faut être très prudent. Mais allons-y, quoi. Faisons quelque chose, parce que de toute façon, sinon, on n'est pas bien. Hein. C'est pas très punchy ce que je veux dire. Merci. Il nous reste 10 minutes, donc on va ouvrir le dialogue à la salle. Est-ce que quelqu'un a des questions? Je vous propose de donner votre nom et puis de dire pour quelle organisation vous travaillez avant de formuler votre question. Il y a des micros qui circulent dans la salle. Oui. Bonjour, Maria, je me suis mis à mon compte et je suis conseillère en innovation, en innovation sociale. J'avais une question justement sur le point critique des budgets. Vous disiez que vous avez créé un fonds d'investissement. Vous pouvez demander un petit peu plus de la logique, si ce fonds ne gagne pas la profit. Alors, ce fonds, il a vocation soit à prêter sur moyen-long terme, soit à investir et prendre des participations dans des entreprises, hein, suivant le statut des structures porteuses des projets. On peut avoir les deux types d'intervention. Il fonctionne justement en attirant des structures porteuses de projets dans le champ de la mobilité pour les précaires partout dans le monde. Mais on commence par la France, mais la vocation c'est d'aller partout dans le monde. Et pour cela, le fonctionnement, c'est qu'on a un comité d'investissement, comme tout fonds d'investissement, composé à la fois d'experts dans les métiers du capital risque, on va dire. Mais vous l'avez compris, ce fonds, il a d'abord la vocation à mesurer, à évaluer l'impact social en premier lieu, c'est vraiment le numéro 1. Deuxièmement, ce qu'on regarde, c'est la qualité des projets, des porteurs de projets, des équipes, le management, etc. Ça, on sait faire ça. Et puis, troisième, mais c'est en troisième lieu, la viabilité économique. Et donc, les gens qui composent ce comité, on a démarré cet été. On en est déjà à notre deuxième tour. Donc, les projets arrivent, on fait un premier screening dans mon équipe et ensuite on soumet les projets. Voilà ce que je peux dire. La vocation de l'ensemble, c'est encore une fois de ne pas générer de pertes. Mais dans l'équilibre qu'on va trouver avec l'ensemble des projets soutenus.
Ce fonds, il est alimenté pour l'instant exclusivement par Renault. À terme, il sera ouvert à l'épargne des salariés dans un cadre très légalement encadré pour ne pas mettre en péril l'épargne des salariés, mais ça sera un autre mode d'implication des salariés du groupe. Il sera ouvert aussi, s'ils le souhaitent, à d'autres investisseurs. Il peut y avoir des investisseurs privés ou des banques qui souhaitent avoir un volet investissement socialement responsable et qui pourraient investir dans le fonds. Et je vous l'expliquais, les investissements que l'on réalisera seront doublés d'une somme arrivant du volet du grand emprunt de la Caisse des dépôts. Voilà comment on va fonctionner. Et le dernier élément, c'est qu'on s'engage à accompagner les gens, parce qu'on sait que c'est un facteur important de pouvoir accompagner les entreprises, les associations, comme on le fait avec Voiture Éco, donc de poursuivre les logiques de co-construction, et à la fois parce qu'on sait que ça fonctionne, que du coup les accidents, on va les limiter au maximum. Et troisièmement, on sait aussi qu'on a une grande volonté d'un certain nombre de personnes de Renault, spécialistes de quantité de sujets, qui ont envie de consacrer du temps à accompagner des structures. Donc ça, c'est au moins pour ces trois raisons, la dimension d'accompagnement, elle sera assez clé dans ce fonds. Bonjour, je suis Eric Lejean, je travaille dans une organisation qui octroie des microcrédits. Et c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur la France, mais beaucoup sur Paris. On se rend compte que la région, un des gros problèmes, c'est la voiture, surtout pour les grandes banlieues, c'est les travaux sur la voiture. Et le problème des microcrédits personnels, c'est que ça va jusqu'à 3 000 € maximum. Et une question pratique, est-ce que vous travaillez avec des associations qui octroient elles-mêmes des microcrédits? Chez Voiture Éco, aujourd'hui, oui, on travaille en fait, chacune des plateformes travaille avec les organismes qui sont proches de microcrédits pour accompagner dans ces dispositifs de mobilité, dans l'achat de voitures, dans le permis de conduire, etc. Et en fait, souvent, c'est un peu la double peine sur les achats de microcrédits, parce qu'en fait, on achète une vieille voiture, on prend un microcrédit pendant 3 ans, et au bout de 3 ans, le véhicule, on continue à payer alors que le véhicule est mort. Et donc là, moi, je suis ravie justement, puisque à partir de maintenant, dans les 6 mois, parce qu'on se donne le temps de créer ce dispositif, mais l'ambition du partenariat avec Renault, c'est aussi de faire valider les véhicules que nos bénéficiaires pourront acheter dans le cadre de microcrédit. Donc on voudrait pouvoir répondre à cette double peine, mais oui, évidemment, on travaille et on est hyper intéressé pour construire. Donc je ne sais pas quel organisme vous êtes, mais on peut bien vous accueillir au sein de nos partenaires. Nicolas Hamel de l'ADI, excusez-moi, on a parlé juste après le microcrédit, mais on ne travaille pas encore avec vous. Moi j'avais une question que vous avez relevée un peu, M. Diablas, c'est le modèle économique en fait. Quand on a un modèle économique, on travaille en construction avec différents acteurs, avec Danone, avec G2R, avec la Banque Postale et la Poste, on a un problème sur effectivement de voir comment, à terme, sur quel modèle économique on peut reposer ce projet, puisque en fait aujourd'hui, nous dans les modèles de ce qu'on construit, il y a un investissement, un amorçage, en fait, pour lancer le projet pour construire avec notre partenaire, mais à un moment donné, le partenaire se retire. Nous, à la fin, on a encore trouvé un modèle économique social business pur, on a encore besoin d'avoir une position hybride de nos investisseurs, des parties prenantes de notre projet, et donc, moi, il y a un moment donné, la version se retourne le jour où notre partenaire s'en va, et nous dit, il faut tout mettre à l'équilibre. Alors aujourd'hui, on a réussi à vendre l'idée qu'on ne fasse pas un social business pur et qu'on implique dans notre projet des parties prenantes publiques, on va dire. On est aussi sur le cas, sur différents sujets, en tout cas sur le grand emprunt, pardon, pour avoir un complément, mais il y a un modèle, cet argent ne nous est pas donné, qu'on le rende, et aujourd'hui, on n'a pas le modèle qui fasse qu'on puisse tenir très longtemps. En fait, et est-ce qu'aujourd'hui, dans l'idée de l'hybridation, il y a bien
n'ai pas la réponse non plus, on la cherche pour construire ces approches d'activité en partenariat. Donc, quel modèle économique pour les associations, les entreprises investies dans ce jeu de business? La vérité oblige à dire que c'est extrêmement difficile, que même les modèles dont on parle tout le temps et sur lesquels des cas ont été écrits, le modèle économique il n'a pas encore été trouvé. Ça ne nous empêche pas de continuer à chercher. Hein. Mais on a écrit un cas sur Grameen Danone, vous en avez tous entendu parler 42 000 fois. La vérité est que c'est toujours pas un business model au sens où ça perd toujours de l'argent. Est-ce qu'il faut arrêter pour autant? Non, je pense qu'il faut continuer, essayer d'affiner, chercher à... Moi, je crois beaucoup à une péréquation entre consommateurs. Et c'est ce que fait Danone au Bangladesh, c'est dire oui, on va essayer de vendre des yaourts vraiment pas chers, ce qui met notre modèle économique en danger, à condition qu'on puisse les vendre un peu plus cher pour essayer de trouver des ressources. Voilà. Alors comment est-ce que ça peut se faire dans les pays pauvres, émergents? C'est plus difficile à faire dans les pays riches, mais je crois que c'est vraiment la solution. C'est-à-dire que, en gros, et là encore, je voudrais m'excuser si j'étais un peu radical au niveau des pouvoirs publics, mais je pense que n'attendons plus tout des pouvoirs publics et essayons de voir comment on peut développer une nouvelle solidarité horizontale et non plus verticale. Les régions, les départements, l'État n'a plus d'argent. Il faut que ça soit clair, c'est évident. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire pour développer un système de péréquation un peu nouveau? J'essaie de travailler au niveau notamment du pricing. Je pense que le prix, qui était une chose unique, doit exploser et il faut qu'on accepte de payer des prix différents pour un même bien selon qui on est. Il y a des choses comme ça qui sont en train de se développer. Je pense que c'est vraiment des solutions comme ça vers lesquelles il faut aller, qui sont dérangeantes, qui sont difficiles à mettre en place, qui me font traiter de tous les noms, mais je ne suis pas sûr qu'on ait le choix quand même. Nous, on fait déjà payer le microcrédit à nos clients. Pardon, je n'ai pas entendu. On fait déjà payer le microcrédit à nos clients pour nous, pour la... On fait payer le microcrédit. Bien sûr, je suis au conseil scientifique de l'ADI, je connais bien. Et heureusement. Voilà. Et même malgré ce modèle-là, on a 15% de notre budget qui est garanti par les clients. On a des clients, effectivement, mais il nous manque les 85 autres pérennes. Je vous propose de prendre encore une ou deux questions avant de continuer la conversation pour la mer. Nathalie Gillot, je travaille pour l'association Entreprises pour l'environnement. Et je voulais savoir s'il y avait également un volet environnemental du projet, si par exemple vous avez vocation à réduire les émissions de CO2 et les déplacements de déplacement. C'est dans l'ADN de Voiture Éco. Hein. Donc nous, évidemment, quand on a commencé notre partenariat, l'impact environnemental de nos plateformes est évidemment mesuré et évidemment toujours challengé. Il y a 14% des personnes qui repartent d'une plateforme de Voiture Éco avec une proposition de transport en commun. Donc, et on continue à travailler. La voiture, c'est le dernier ressort, en fait. La voiture, aujourd'hui, dans nos plateformes, on a sur 1200 personnes accompagnées par an, on a une part de véhicules de 10 voitures. Donc vraiment un autopartage qui fonctionne, mais qui n'est pas la seule solution, et c'est 10% des gens pour le partenariat qu'on aura avec Renault. Hein. On ne changera pas notre vocation. Mais un jour, j'espère que dans les plateformes, il y aura des véhicules électriques. C'est pas parce qu'on travaille pour les pauvres, entre guillemets, qu'on ne peut pas leur mettre à leur disposition le plus avancé de la technologie. Ça, c'est aussi une idée reçue qu'il faut absolument combattre. Donc au contraire, et si on peut... quand je vous dis, il y a une petite équipe qui commence à réfléchir sur ce qu'on pourrait imaginer pour des pays émergents, Afrique, Inde, etc., on va le construire autour de la batterie. Donc autour d'un modèle qui n'est pas un modèle de mobilité thermique. Donc c'est pas systématique, c'est pas un point de départ,
mais on l'a forcément dans nos réflexions, parce que comme je le disais, il n'y a pas d'opposition entre les deux. À chaque fois qu'on peut, et d'ailleurs à chaque fois qu'on peut fournir une voiture un peu moins ancienne, parce qu'on a trouvé une modèle économique qui est plus efficace, eh bien c'est toujours des grammes de CO2 en moins à l'usage, toujours. Dernière question. Bonjour, je suis Alain Nif et je dirige une société dont le nom est Co-Construire. Alors j'ai une question, je suis désolé, je n'ai que votre nom, Claire Frédéric. Là on a évoqué ce soir une co-construction entre deux mondes différents, qui sont le monde de l'association et le monde de l'industrie. C'est des actes, mais si vous voulez être... Ce sont deux cultures différentes, deux ADN différents, deux façons de penser différentes. La question est la suivante. Si on étend la co-construction à plusieurs autres domaines, la relation client-fournisseur, la relation avec vos partenaires économiques, la relation interne entre le monde d'une direction financière et le monde d'une direction opérationnelle. J'aimerais bien avoir votre regard, Frédéric, Claire, sur les dynamiques de co-construction, sur le plan de l'efficience économique. Ça me semble, à mon regard, critique pour que ces dynamiques-là prennent vie. Sinon, on dira demain, allez, c'est super sympa, on lance une autre voie du côté social, mais c'est un choix seul, le social, à la limite. Ça touche au levier pour que demain, ces dynamiques-là soient vraiment ancrées durablement. Donc une tendance durable, c'était la première question, dans le monde économique et social, et non pas que social, que économique. Merci de la question. J'ai le sentiment d'avoir essayé un peu tout au long de l'échange de l'expliquer, ça que justement il n'y a pas que de la co-construction association-entreprise, mais également avec les intellectuels, les experts, l'homme du panel, comme par hasard. Non. Mais j'ai expliqué à quel point il était essentiel d'associer nos partenaires. Le réseau Renault, les agents et les concessionnaires, ce sont nos premiers partenaires commerciaux. Hein. Et c'est avec eux qu'on a construit l'ensemble du dispositif des GRS, et avec un travail sur... tout le monde renonce à sa marge pour arriver à un prix coûtant, pardon. Et c'est bien parce que justement, on a déconstruit, là, non pas co-construit, mais déconstruit ensemble l'ensemble du process de répartition des marges, des ceci, des cela, qu'on a pu justement arriver à une tarification, parce que ce sont des services payants, mais à une tarification adaptée aux revenus. Donc, tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, la co-construction, elle est aussi avec les salariés. Certains aujourd'hui, par le biais des réseaux sociaux internes, disent moi j'ai envie de monter tel truc, moi je peux t'aider sur tel sujet, avec eux aussi, et je suis sûre que c'est ça qui va créer développer encore plus ces projets. Oui, si c'est hors sol, on sait un truc, ça ne marchera pas. Voilà. Ça a une chance de marcher et on n'en est pas sûr si c'est dans le cœur de métier d'entreprise. Et il y a des projets fantastiques. Optique Solidaire en est un qui est extraordinaire parce qu'il inclut l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. Donc vraiment, allez voir, c'est extraordinaire. Je crois qu'ils ont fait un site maintenant. Un autre exemple qui me paraît très intéressant, c'est la façon dont Danone travaille avec l'Institut de l'élevage. Là aussi, aller travailler avec les fermiers, parce que le yaourt reste quand même fait avec du lait, paraît-il, et donc ils vont travailler avec les fermiers pour améliorer la qualité du lait, la façon dont ils travaillent, etc. Ça ne peut marcher que si c'est dans le cœur de métier d'entreprise, point à la ligne. Donc, oui, tout à fait d'accord. Voilà, notre dialogue arrive à sa fin. Il est presque 21h, donc je vous propose de continuer, comme je disais, la conversation autour d'un verre à côté. Un grand merci à nos intervenants. J'en profite pour faire une petite annonce rapide. Je suis avec Ashoka, donc un réseau d'entrepreneurs
entrepreneurs sociaux. Donc, face à la demande en fait, de solutions hybrides de nos entrepreneurs sociaux et de nos partenaires entreprises, Ashoka va lancer à partir du mois de janvier un espace dédié à la co-création qui aura lieu, qui prendra vie au Palais Brognard, donc qui se veut être un territoire neutre pour explorer des solutions de co-création entre grandes entreprises, entrepreneurs sociaux, partenaires universitaires et pouvoirs publics. Et monsieur, vous êtes invité à proposer des sujets, des groupes de travail, donc c'est un lieu qui doit vivre avec la participation de tous. Juste un dernier mot pour vous dire, donc le mardi 13 novembre, donc les Altar Mardi reviennent sur le thème de la finance solidaire, dans le cadre de la semaine de la finance solidaire en mairie du 9e arrondissement. Et j'en profite également pour remercier nos partenaires, que vous voyez ici, notamment la Manufacture Durable et les vendeurs de macadam qui sont ici et qui vont vendre le dernier numéro de macadam. Ouais. La captation, c'est bon, ça marche? Ça marche, ouais.